On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Julie Mongrain. Elle enseigne le chant dans la région depuis plusieurs années, mais à l'âge de 37 ans, maintenant, elle a décidé qu'il était venu le temps pour elle de lancer son propre album « Je lègue au vent ». On discute avec elle dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de la présidence de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Après 7 années passées à la tête de l'organisme, Lise Boyer va passer le flambeau dans les prochaines semaines à Fernand Croisetière. Donc, portrait de l'organisme, portrait de cette organisation également et portrait, bien sûr, de la pauvreté. On est à quelques jours à peine de la guignolée, mais en même temps, et on en a déjà parlé aussi précédemment, mais quand on parle bien sûr de la Saint-Vincent-de-Paul et des organismes du milieu qui en bénéficient, ils ont leur importance sur notre territoire, notamment ici, la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Et il y a un changement qui s'opère aussi à la direction, à la présidence. Avec nous, pour en parler, la présidente sortante de l'organisme, Lise Boyer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée du futur président, Fernand Croisetière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, la passation va se faire quelque part à l'hiver, c'est ça? Oui, dans le mois de mars, en principe. Officiellement, fin mars, mais dans le fond, on a déjà commencé à faire un petit... on fait un cheminement là-dedans, là, présentement. Bon. Vous étiez à la présidence depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans? C'est Et long, c'est le moment de passer, de passer le relais? Oui, c'est le moment, oui. Bien, Pourquoi? Premièrement, il faut trouver une personne pour passer le relais. Ça, c'est le plus difficile. Dans le fond, déjà, nous, on en a parlé. Ça fait presque 1 an et demi qu'on a parlé de ça, moi et M. Croisetière. Donc, on a commencé à préparer ça. Puis moi, je savais déjà que, tu sais, dans le fond, un mandat chez nous, c'est 5 ans. Après ça, moi, j'ai repris un autre mandat de 2 ans. Là, c'est l'heure de partir. Bon. Et pourquoi accepter? Ah! Alors, tu me poses la question, pourquoi pas? Hein? Bien, je vais te dire, c'est une organisation qui va bien. Il y a une belle équipe en place. Et puis, moi, ça m'interpelle. La pauvreté, là, dans la région, là, ça m'interpelle beaucoup. Là-dedans, j'ai été directeur d'école, donc je connais beaucoup de clientèle. Puis, je connais aussi les clientèles qui sont démunies. Et ces gens-là ont besoin d'un coup de pouce, ont besoin d'un coup de main. Et puis, à travers la Saint-Vincent-de-Paul, je me retrouve bien. Je me sens bien avec l'équipe qui est là. Et puis, c'est un peu ça que je veux aller de l'avant dans mon cheminement personnel. Vous étiez déjà donc sur le conseil d'administration? Oui, ça fait la 3e année que j'entreprends là, auprès de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Mon épouse était déjà là. Elle, depuis qu'elle est à la retraite, là, qu'elle milite là, à Saint-Vincent-de-Paul, s'occupe d'accueil, elle fait des entrevues, elle fait toutes sortes de tâches. Elle s'occupe justement là, de la guignolée. C'est un de ses dossiers. Puis quand on m'a interpellé, quand on m'a demandé si je voulais y aller, bien, c'est sûr que je suis un peu partout hein, dans la ville. Je m'occupe de mentorat, je m'occupe de bien des conseils d'administration. Fait que je me disais, bien écoute, je vais faire un bout avec mes autres organisations, puis à un moment donné, bien, je vais passer le relais. Un peu comme le mentorat, bien, je pense que je vais terminer l'année 2019, puis après ça, je vais céder la place à un autre, parce que là, c'est un autre nouveau défi que je vais entreprendre. On dit parfois, à tort ou à raison, qu'il y a un problème de relève dans les organismes à but non lucratif, que c'est pas toujours facile. Dans certains cas, on réussit à renouveler le conseil d'administration et à trouver des personnes de confiance pour prendre une transition. Mais dans d'autres cas, c'est aussi difficile. Même la relève bénévole est parfois difficile. Comment vous la vivez de l'intérieur, ça, à la Saint-Vincent-de-Paul? Bien, moi, je dirais que c'est sûr que c'est la relève administrative et des grosses tâches administratives. C'est ça qui est le plus difficile à trouver. Par contre, voyez-vous, moi, je considère que je suis chanceuse, là, parce que dans le fond, j'ai trouvé une personne de confiance, une personne qui est en accord avec la mission, une personne qui a de l'expérience, puis une personne qui a accepté, hein, parce qu'il faut accepter aussi. Donc, dans le fond, moi, j'ai toutes les cartes en main, là, pour partir. Puis je pars la tête tranquille avec ça aussi. Et vous-même, quand vous aviez fait votre entrée au conseil d'administration il y a quelques années, qu'est-ce que ça vous disait, vous, la Saint-Vincent-de-Paul, à ce moment-là, quand vous avez fait votre entrée? La Saint-Vincent-de-Paul, je trouvais que la mission... Moi, quand je suis arrivée à Saint-Vincent-de-Paul, la mission de la Saint-Vincent-de-Paul, qu'est-ce qu'on faisait là?
Puis l'équipe qu'il y a là, je suis rentrée là-dedans, moi, puis j'ai dit, je suis à la bonne place. Je savais que j'étais à la bonne place. Quand j'ai pris la présidence du conseil d'administration, là, j'ai réfléchi longtemps. Ça me faisait peur parce que je trouvais ça gros. Tu sais, je disais, c'est une grosse organisation. Je regardais ça, puis je vais vous dire, ce que j'avais vu, puis ce que j'ai vu après, c'est devenu encore plus gros. Là. Tu sais, c'est encore devenu plus gros que ça. C'est ça. C'est une grosse organisation. Avec quoi? Une seule employée? Oh non, on en a deux. Vous êtes rendu à deux? Oui, Bon, oui. vous avez doublé les effectifs. On a doublé, oui. Mais quand on regarde la clientèle que vous desservez, les installations, la logistique, l'administration, c'est incroyable. Ça prend un conseil d'administration qui en fait beaucoup. Là. Ça prend aussi des bénévoles. Le grand défi là, que moi j'entrevois, c'est de maintenir le nombre de personnes qui font du bénévolat. Alors ça va être le gros défi. Bien sûr, ça prend du monde au conseil d'administration, des gens qui sont dévoués, qui connaissent là, la mission, puis qui se dirigent tout le monde dans le même but. Ça, c'est l'autre défi. Puis le troisième défi, c'est le financement. Ça prend des sous pour opérer ça. Fait que déjà, on a amorcé, là, sous le règne de Lise, là, un comptoir vestimentaire. Alors, le comptoir, il fonctionne bien, il rapporte beaucoup. Et ça nous donne un bon coup de pouce là, pour faire le reste des opérations. En plus des dons, des gens là, qui sont généreux dans la collectivité, puis les épiciers qui nous donnent beaucoup de surplus, là, puis des choses là, qui sont intéressantes pour nous. Le comptoir familial, ça, c'est une bouffée d'air? Oui. Puis ça, écoutez, c'est quelque chose que quand on a parti ça, c'était comme un coup de dé. Hein? On a dit, on y va, on se lance. On avait préparé notre affaire, puis on y pensait depuis longtemps, mais le jour où on a dit, on se lance là-dedans, on ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. On a fait des prévisions. À tous les ans, on a fait des prévisions. À chaque année, on a dépassé nos prévisions. À chaque année. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le comptoir, après quoi, 3 ans d'existence? Ça va être notre quatrième année. Bientôt. Oui. Il vous rapporte combien en profit? 300 000 brut, mais 200 000 clairs. Oh là là! Par année. Ouais. Cette année, c'est ça. Ouais. C'est majeur. Il faut payer le loyer. Oui, évidemment, il y a les frais fixes. Les camions qui se déplacent. Puis ça aussi, c'est tous des bénévoles qui sont là. Le triage, la cueillette, tout ça. Il y a combien de bénévoles ou de présence bénévole ou d'heures bénévoles à la Saint-Vincent-de-Paul? Cette année, on est à 51 500 heures de bénévolat. L'an passé, on a fait 48 000 heures de bénévolat. Wow. Cette année, 51 500. Puis en nombre de têtes, il y a combien de personnes? C'est quoi? C'est 100, 200, 300 personnes qui vous donnent un coup de main dans l'année? 125, 130. Wow. Ça, c'est juste au comptoir. Tout ça, on ne compte pas dans ça, on ne compte pas tout le monde qui va venir nous aider pour la guignolée, tout le monde qui va venir au panier de Noël. On compte ces heures-là, par exemple, on les compte. Mais dans le quotidien, là, je dirais une vingtaine de personnes à la banque alimentaire, puis 15-20 au comptoir vestimentaire. Au niveau de la clientèle, est-ce qu'on est toujours à peu près à quoi? 3 000 personnes, 1 000 enfants? C'est toujours pas mal ça? Nos statistiques ont légèrement diminué cette année. Ah oui? L'année passée, on était à 3 300. Cette année, 3 100 à peu près. Les enfants, on était à 980, presque 1 000. Là, on est à 900 enfants. On a un petit peu moins de familles. Parce que les familles sont un petit peu mieux nanties à cause des allocations familiales. Ils viennent moins demander de l'aide. Bon. On disait tantôt aussi, le nerf de la guerre, c'est les bénévoles, mais c'est aussi le financement, parce que vous êtes un organisme qui ne bénéficie pas tant que ça de subventions. Aucune subvention. On n'a pas. Non. On n'est pas admissible. C'est un organisme qui est quand même catholique, là, la Saint-Vincent-de-Paul. Oui, le fondement de l'organisme. Le fondement est catholique. Fait que lorsqu'on va en cueillette de financement, bien, c'est des gens qui nous donnent des sous. On fait des activités pour apporter des sous, comme le brunch, ces choses-là. Et puis, on est associé aussi là, à des partenaires qui sont vraiment généreux. Alors ça, c'est... Puis notre comptoir vestimentaire qui, lui, nous rapporte, là, qui nous amène là, de l'eau au moulin. Puis on parlait tantôt de bénévoles, mais on a aussi 2 clientèles qui viennent donner du temps chez nous. Là. On a les gens en travaux communautaires,
puis il y en a qui viennent faire du temps compensatoire aussi. Okay. Fait que ça, c'est des gens, on fait quand même notre part à la société, puis ces gens-là ont du temps à faire, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à les accueillir. Fait que nous, on fait notre part là-dedans aussi. C'est un organisme qui a déjà connu aussi ces heures difficiles. Il y a eu des moments difficiles. Quand vous regardez, quand vous étalez, disons, les 7 années de votre présidence, de l'an 1 à aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui se résume là-dedans, dans la progression de ce qui a été fait? Bien, moi, je dirais qu'on a structuré la Saint-Vincent-de-Paul. On a structuré les processus, le processus d'entrevue. Là, on est en train de structurer toute la banque alimentaire, parce que la banque alimentaire, c'est quand même énorme, là. Tu sais, aller recueillir les denrées, les trier, les achats, tout ça, c'est gros, là, ça. L'inventaire, il faut garder notre inventaire à jour, tu sais, pour acheter quand on a besoin, tout ça. Puis on est dans plusieurs lieux. Hein. Nous autres, là, on a des choses, on a des choses qui sont ailleurs. Il faut rapatrier à un moment donné parce que nos locaux ne sont pas grands non plus, là. Mais on a fait ça, puis on a aussi, dans un deuxième temps, même on a organisé toutes les tâches administratives, dédoublé les tâches administratives. Les gens qui s'en occupent, dans le fond, on a tout un genre de jumeau qui sait qu'est-ce qu'on fait. Donc, on est moins fragile parce que comme on est une structure de bénévoles, c'est ça, là. C'est quelque chose... Quand un CA, 2 employés payés, puis un paquet de bénévoles... Oui, puis dans une entreprise, parce que c'est une grosse entreprise. C'est une grosse entreprise, oui. Qui donne des services. C'est ça. Et j'aimerais vous entendre sur le portrait de la pauvreté, parce qu'on dit, bon, peut-être que ça a diminué en chiffres, mais la pauvreté, elle ressemble à quoi aujourd'hui dans un milieu comme Saint-Jean? Aujourd'hui, la pauvreté, c'est plutôt... je dis que c'est plutôt les personnes seules. Les personnes seules sur l'aide sociale. Ça, c'est une grosse partie. On a les familles monoparentales sont plus pauvres que les familles biparentales, c'est sûr. Ouais. Et les gens qui travaillent, puis qui ont un travail à temps partiel ou moins rémunéré, peuvent avoir besoin de notre aide s'ils tombent sans travail, s'ils ont des accidents, ils vont devoir venir chez nous. Il y a beaucoup de maladies mentales. Évidemment. C'est des gens aussi, de plus en plus, on voit des gens qui sont vraiment, qui ont comme presque décroché, hein, qui sont dans la rue ou sur le bord de la rue. Ça, on en a. On en a qui dépendent de nous pour manger, on le sait, ils viennent, puis ils prennent le pain. Ils mangent avant d'arriver au coin de la rue. Ça veut dire que c'est parce qu'ils ont faim. Hein? Notre portrait, c'est ça. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite, Fernand Croisation? Bien, c'est sûr qu'on veut maintenir là, le climat de confiance qu'on a envers le public. Ça, c'est important. Le climat de confiance qu'on s'est donné par rapport à la population, parce que la population, aujourd'hui, là, de la guignolée, là, elle rouvre les portes, puis... Ça donne, les gens sont généreux. Les épiciers qui nous fournissent, puis les camions vont là à tour de rôle à tous les jours, ils nous font confiance, puis ils nous donnent les aliments, ils nous donnent tout plein de choses. Ça, il faut maintenir le cap, il faut maintenir ça. Et puis si on peut en trouver des nouveaux, bien, on fait le démarchage pour. Puis le grand défi, c'est les ressources humaines. Des bénévoles, bon, bien, on est des jeunes aînés, moi puis Lise, là, mais il n'y en a pas de jeunes, là. C'est tous des gens de mon âge, un petit peu plus jeunes. Mais ces gens-là, il faut aller les chercher, puis ça prend des gens de confiance qui ont à l'esprit là, le respect là, des humains, puis ça, c'est la base de notre organisation. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Hey, merci. Reste avec nous. Après le retour, on est dans le culturel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 25 minutes avec celui qui est mis au monde, Céline Dion. Oui, puis on peut le voir à l'antichambre au 91.9, Gilbert Delorme. Voilà, d'amour et d'amitié. Ah oui.
dimanche 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Je lègue au vent la couleur de mes songes pour qu'à ma mort ma voix dans son corps. Je lègue au vent mon âme furibonde, mon cœur se... C'est un premier album pour notre prochaine invitée, Julie Mongrain. L'album s'intitule « Je lègue au vent ». Elle est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Félicitations. Merci. Parce que c'est un premier. Oui, j'avais fait un EP il y a 10 ans, mais c'était vraiment, il n'y avait que 4 chansons dessus. Puis j'étais moins satisfaite aussi. Comment on s'embarque dans un projet comme celui-ci? Dans mon cas, ça a été en me levant le matin, j'ai décidé de vider les boîtes de chansons que j'avais, puis de le faire. J'ai 37 ans, j'ai eu 37 ans hier, c'était ma fête. Donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. En fait, depuis que j'ai eu ma fille, je travaille à la maison, je suis professeure de chant, donc j'ai eu comme aussi pas mal plus de temps pour me concentrer sur la musique et tout, pour ressortir les chansons que je voulais faire, pour repenser à ma façon de le faire aussi. Puis j'ai eu la chance de rencontrer les musiciens vraiment qui concordent bien à mon style musical, parce que j'ai un style un petit peu bohème, un peu gitan, donc c'est pas toujours évident de trouver des musiciens qui vont vraiment dans cet esprit-là. Donc c'est ça. J'ai eu la chance de rencontrer c'est un duo, ça s'appelle Antidote Duo. Eux, ils ont déjà leur album, ils ont déjà leur spectacle et tout, mais ils ont accepté de faire ce projet-là avec moi. On dit parfois qu'on a des déclics quand on a la crise de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine. De ce que je comprends dans ton cas, c'est la crise de la 37aine, c'est-à-dire que tu te lèves un matin puis là, tu dis, c'est là que ça se passe. Bien, c'est pas vraiment une crise. En fait, je me suis levée un matin en me rendant compte que j'étais enceinte d'un deuxième enfant. Et je me suis dit, oh my God, j'aurais plus jamais le temps de faire de la musique comme tant que je veux, mais c'est pas vrai, on a le temps quand même avec des enfants. Mais je me suis dit, OK, j'ai 9 mois pour faire mon album. Ouais. Donc, je me suis dit, ah ouais, go. Puis, un mois après, je l'ai perdu. Ouais. Donc, ça n'a pas été un drame dans ma vie ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai eu quelques petites complications de santé par la suite. Puis, je me suis comme rendu compte qu'on n'est pas éternel, qu'on n'est pas... que c'est le temps de le faire, que quand on veut faire quelque chose, bien, il faut se botter les fesses, puis le faire, puis aller au bout. Puis j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de ce projet-là. Donc, la naissance de l'enfant, suivie de la fausse couche, fait en sorte que tu dis, OK, wow, c'est vrai, là, on le sait, mais là... C'était pas une prise de conscience dramatique, là. J'étais pas en train de brailler une fausse couche, là. Au contraire, c'est ultra positif. Okay. L'album est super positif. L'album n'est pas du tout négatif. Tu sais, quand on dit des fois, il faut pas remettre à plus tard, hein, puis tout ça, puis là, c'est un peu ça, là. Bien, mettons que le fait d'apprendre que je suis enceinte alors que je m'en attendais pas, je me suis dit, oh my God, mes projets, là, si je veux les faire, c'est maintenant, parce que là, je vais être une maman avec 2 enfants, donc ça se peut-tu que le temps, je vais en avoir un peu moins, malgré le grand bonheur des enfants. Ça s'appelle « Je lègue au vent ». Je lègue au vent parce que c'était comme un testament. Je l'ai fait un peu dans l'esprit, s'il m'arrive de quoi. C'est pas trop jeune de faire un testament à 37 ans? Bien, c'est un testament de pensée, un testament de ma vision de la vie, un testament de tout ce que j'ai écrit, parce que j'ai écrit depuis que j'ai genre 10 ans. J'ai des boîtes et des boîtes qui s'accumulent de tout ce que j'ai écrit. Fait que je me suis dit, à un moment donné, il faudrait que tout ça ait le droit d'être quelque part, puis que je lègue ça à ma fille. Même si je meurs à 103 ans, je vais l'avoir fait pareil, là. Je pense pas que je vais mourir demain matin. En tout cas, j'espère pas. Il y a 9 chansons sur l'album. Oui. Parmi celles-ci, quelles sont les plus vieilles? Parce que tu dis que tu as ramassé ça un peu dans les fonds de tiroir à gauche et à droite. Je te dirais, il y a la chanson « Avant » qui a 11 ans à peu près. Okay. J'avais écrit ça dans une ancienne rupture amoureuse, mais c'était pas quelque... J'écris rarement centré sur un problème ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus... c'est assez lyrique, c'est assez poétique. C'est beaucoup des impressions, des comparaisons. Je compare comment je me sens à le vent, la nature, là, tout ce que tu veux. Donc, c'est assez poétique. Tu composes... Donc, ça ne dit pas le nom de... Non? OK. du dit gars.
Donc, tu composes paroles et musique? Oui. C'est certain que... Avec ou sans aide? Bien, c'est certain que Daniel Saint-Jean et Pauline Tilbury, qui ont joué avec moi, ils m'ont beaucoup aidé avec les arrangements. Ouais. Je te dirais, moi, en général, j'arrive avec quelque chose qui est assez brut. Je compose la mélodie, je prends ma guitare, j'essaie de trouver, mais n'étant pas une fantastique guitariste, je trouve la base. Donc, la mélodie est dans ma tête, je peux la chanter de A à Z sans problème. Puis, Daniel m'a beaucoup aidé à retrouver ce qui manquait. Pauline, avec son violon, a rajouté des choses fantastiques. Donc, Daniel joue du dulcitar, il joue des percussions. Donc, dulcitar qui est un instrument un petit peu plus celtique comme sonorité. Donc, c'est super intéressant, la couleur qui ont été mises. Puis c'est exactement ça que je voulais, parce que je les avais entendus en show, puis j'étais tombée en amour avec le son qu'il y avait. Là. Parmi les pièces, donc, Je lègue au vent, Avant, Inadéquate, T'es marré, le grand mariage, pardon, Marianne et Robin, L'élan, Rêve d'enfant et Berceuse pour Morgane. Donc, Morgane étant ma fille. Bon. On va de où à où, dans le fond, dans la profondeur des textes, dans les messages, dans ce qui est véhiculé, dans ce qui est exprimé? Je te dirais que c'est un survol de mes marées à moi, là, de mes émotions et de... Mais c'est jamais du... Ça se plaint pas, là. Ça reste positif. Il y a un petit peu, pas mal, toujours un... C'est en général, après avoir réussi à passer au travers de choses difficiles, que je les écris et non pendant. Ouais. Dans le sens que c'est la vision qui va plus loin d'après avoir vécu quelque chose de difficile. C'est jamais juste le gros moton. Bon. Comment tu es devenu professeur de chant? Bien, j'ai toujours chanté. J'ai commencé, moi, à suivre des cours, j'avais 10 ans. J'ai fait des spectacles beaucoup, un peu partout. Puis, je me suis rendu compte graduellement que j'aimais ça, expliquer que j'aimais ça, aider que j'aimais ça. Puis, en même temps, bien, j'ai travaillé 11 ans dans un travail que j'aimais beaucoup, mais qui n'était pas dans la musique. Et je trouvais que j'avais pas assez de temps pour m'investir vraiment dans la musique, dans ce que je voulais. Donc, quand j'ai eu ma fille, j'ai pris la décision d'ouvrir mon école de chant, de travailler à la maison. J'avais déjà tous les bases que j'avais besoin. J'avais déjà eu des formations classiques, jazz et tout ce que tu veux. Donc, j'ai installé un studio à la maison, puis j'ai commencé. Donc, OK. Et là, ça fait quand même quelques années que... Bien là, ça fait 4 ans à la maison, ce que je suis présentement. Puis sinon, avant ça, je faisais beaucoup du coaching, mais dans des groupes de musique. Là. Mettons, un groupe où il y a une gang de gars qui chantent, ils veulent placer leur voix, ils veulent placer un petit peu tout ça. Fait que là, bien, j'aidais quelques personnes tout en travaillant à mon autre travail en même temps. Est-ce qu'on a souvent le syndrome de se dire, bon, bien, un professeur de chant, c'est forcément quelqu'un qui est dans l'ombre, qui travaille en arrière-scène, derrière les caméras, les lumières, qui, justement, va encadrer des artistes et que, finalement, cette personne-là, on la voit jamais, on la voit vraiment jamais, là. C'est comme... Bien, c'est pas toujours ça. Bien, tu sais, dans les professeurs de chant, il y a une grande partie qui ont une certaine amertume d'être des gens qui n'ont pas percé. Je fais pas partie de ceux-là. OK. J'ai eu mon chemin de vie, j'ai eu mes raisons que ça marche pas quand j'étais jeune, puis j'en suis l'unique responsable. Mais je trouve ça trippant, enseigner. J'adore ça. J'ai du monde de tous les âges, puis j'ai appris tellement depuis que j'enseigne que je me suis vraiment... ça m'a vraiment aidé à prendre ma place, moi aussi, puis à accepter comment je suis, puis... Parce que je suis une fille un petit peu flyée, un petit peu différente. Puis là, bien, je reçois plein de monde chez nous dans mon bel univers flyé, différent, puis je remarque à quel point ça apporte quelque chose aux autres, puis que ça m'aide à être moi-même. J'adore ça, enseigner. Pourquoi les gens prennent des cours de chant? Bien, pour s'améliorer, pour vivre des nouvelles expériences. J'organise des spectacles, donc ça leur donne la chance de participer à 2 spectacles par année. Il y a vraiment... Des fois, j'ai des adultes, mettons, dans la soixantaine qui prennent des cours uniquement parce qu'ils adorent chanter, ça leur fait du bien, c'est leur pause relax de la semaine. Des fois, ils vont passer 20 minutes à juste rire et à dire des niaiseries. Puis j'essaie de les ramener à l'ordre, mais ils veulent pas parce qu'ils veulent juste comme décompresser aussi. Donc, ce que chanter, ça fait du bien, là, ça fait du bien à tout le monde. Donc,
peu importe que tu sois la petite demoiselle de 12 ans qui rêve d'être une vedette ou la personne un petit peu plus vieille qui a juste envie de chanter parce que ça lui fait du bien. C'est super... Et là, ce projet, cet album va t'amener où? As-tu d'autres projets par la suite? Ce qui est le fun avec cet album-là, c'est que je l'ai fait totalement libéré d'attente. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai toujours voulu faire. Je me suis pas mis des affaires stressantes là, à atteindre. Mon objectif, c'est de faire le plus de musique possible, de faire des shows le plus possible, de rencontrer le plus de musiciens possible, de créer des nouveaux liens, de créer des nouvelles choses, puis de partager. Mais j'ai pas, je veux dire, je veux le faire parce que j'aime ça. Puis est-ce que tu as en tête des projets pour dans 1 an, 3 ans, 5 ans? Est-ce que c'est trop loin même? Bien, j'ai envie de faire des shows. J'ai envie de faire des shows, peut-être éventuellement un autre album, mais c'est sûr que si éventuellement j'ai plus de moyens pour que l'album soit produit un petit peu plus... Là, mon album est autoproduit, donc c'est sûr qu'il est fait avec les moyens du bord, mais en même temps, j'étais totalement libre, donc ça donne un résultat qui me ressemble vraiment. C'est ça, des fois, mettons que tu es produit par une compagnie de disques, bien, tu peux ne pas être aussi libre que quand tu es toute seule avec du monde que tu trouves vraiment cool. Julie Mongrain, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babiac quotidien. N'oubliez pas que c'est ce dimanche, à compter de 10 h le matin, qu'on va passer la guignolée sur le grand territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu de façon élargie. Donc, attention aux fraudeurs, des fois le samedi ou à d'autres moments. Donc, c'est vraiment dimanche à partir de 10 h et les gens seront bien sûr bien identifiés. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu et chaque dimanche matin, 9h30 en direct. C'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye. Et je